Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h, nous sommes le vendredi 17 février. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a aujourd'hui adressé un message à l'occasion de la journée nationale du Shahid. Une journée hommage au sacrifice du peuple algérien qui reste gravé dans la mémoire de la nation et qui rappelle la consolidation des acquis et le renforcement des piliers de l'État moderne. L'intégralité du message dans quelques instants. Une journée nationale du Shahid historique et symbolique et une manière pour l'Algérie d'indépendante d'exprimer toute sa reconnaissance aux Shuhada et Moudjahidine. Portrait ce soir d'une jeune Shahida qui a mis son idéal de liberté au-dessus de tout, qui a donné sa vie en contrepartie de l'indépendance de son pays. Le 7e art sera à l'honneur ce soir avec Souika, une œuvre cinématographique qui racontera de manière très artistique les événements historiques de la guerre de libération nationale qui se sont déroulés en 1958 dans la ville du Vieux-Rocher, un film qui sera prochainement produit par la télévision algérienne. Représentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévu samedi et dimanche prochain à Addis Abeba en Éthiopie. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a renouvelé la position de l'Algérie quant à la crise libyenne. Al-Isra' wal-Mi'raj, l'ascension du prophète, que le salut soit sur lui, au cours de la 27e nuit du mois de Rajab. Chaque année, les musulmans ont pris pour habitude de commémorer ce miracle. Les détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a aujourd'hui adressé un message à l'occasion de la journée nationale du Shahid, dont voici le contenu. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, prière et paix sur son messager. Le 18 février, nous célébrons la journée nationale du Shahid, symbole des sacrifices de notre peuple qui reste gravé dans la mémoire de la nation. C'est une occasion renouvelée qui nous invite à méditer le legs dont nous avons tous l'honneur d'être les dépositaires, afin que l'appartenance nationale demeure ancrée et que la fidélité aux Shuhada demeure une union nationale sacrée qui immunise la cohésion de notre tissu social contre ceux qui surfent sur la vague attentatoires à notre pays et persistent dans leurs dérives et leurs dérapages visant à saper le processus que nous avons amorcé en faveur d'un développement national durable dans une Algérie nouvelle prometteuse et à influer sur les positions de l'Algérie et sur son interaction avec l'environnement régional et international sur la base d'une coopération fondée sur les intérêts mutuels et conjuguée au total respect du principe de l'indépendance des États et de la notion d'égal à égal. L'acquis le plus précieux que nous avons hérité de notre glorieuse révolution et de nos vaillants Shuhada est l'attachement indéfectible au message de novembre dont notre peuple puise sa capacité à dévoiler les desseins de cercles ignominieux d'une poignée de suppôts successeurs de l'infamie coloniale hantés par leur hostilité chronique à l'Algérie. Si nous célébrons la journée nationale du Shahid partant de cette conviction qu'il semble perdre de vue, c'est pour rappeler l'attachement sans limite de notre vaillant peuple à la souveraineté de la terre des Shuhada et souligner par la même que l'Algérie qui gagne en cette conjoncture et dans tous les secteurs et domaines les paris du développement socio-économique poursuivra autant que faire se peut la consolidation des acquis et le renforcement des piliers de l'État moderne où règnent les valeurs de citoyenneté, la stabilité et le bien-être. Une Algérie qui occupe les meilleures positions en vue de défendre ses intérêts stratégiques, pleinement consciente de son rôle central et de sa place sur la carte des équilibres du contexte régional et international, avec tout ce qu'il comprend comme tension et qui impacte désormais les relations internationales, augurant de conséquences préoccupantes dont l'Algérie n'a eu de cesse d'exprimer sa disponibilité à en limiter les risques en œuvrant avec tous ses partenaires pour contribuer à l'instauration de la paix, de la sécurité dans la région et dans le monde. Alors que nous rendons avec ferveur hommage aux Shuhada de la glorieuse guerre de libération nationale, je ne puis que renouveler notre fidélité au serment que nous leur avions fait sur la voie du sacrifice et du don de soi pour que notre chère patrie vive digne et souveraine. Je m'incline à leur mémoire et adresse mes salutations distinguées et toute mon estime et ma considération à leurs frères Moudjahidine, priant Allah de leur prêter longue vie, santé et bien-être. Vive l'Algérie libre et digne. Gloire à nos valeureux martyrs. Fin du message du président de la République.
Nous célébrons, vous le savez, demain la journée nationale du Shahid, une journée pour se rappeler de tous ceux qui ont contribué à la guerre de libération nationale. Nous avons rencontré quelques-uns au centre d'appareillage des invalides de la guerre de libération nationale qui assurent une prise en charge totale de cette frange de la société et leurs familles. Les détails dans ce reportage signé Lina Belhaïd et Yasmine Massoudi. Chaque semaine, Ammi Omar se dirige vers ce centre pour recevoir les soins nécessaires prescrits par son médecin. Ce moudjahid, qui a contribué grandement à la guerre de libération nationale, raconte les atrocités que l'armée coloniale lui a fait subir. Il en garde toujours les séquelles. En réalité, les moudjahidines ont été confrontés à une grande souffrance. La faim, le froid, le colonialisme, la France d'un côté et la guerre de libération d'un autre côté. Nous restions jusqu'à près de 5 jours sur notre faim. Les moudjahidines encore en vie en témoignent. Certains sont encore en vie, mais ont des séquelles irréversibles. Ils ne peuvent ni marcher, ni même bouger. Des cas similaires, il y en a des dizaines au centre d'appareillage des invalides de la guerre de libération nationale, un centre qui assure la prise en charge physique et psychologique de cette frange de la société. C'est un très bon centre, le staff est très compétent et à l'écoute. Les bénéficiaires de ces prestations au niveau de ce centre sont les ayants droit, les moudjahidines, leurs épouses, leurs veuves, ainsi que leurs enfants mineurs ou handicapés. La mission de ce centre consiste en la reconstitution artificielle des membres, la réalisation et la réparation des chaussures médicales, la création de ceintures médicales. Le centre fournit également les appareils auditifs, les matelas médicaux et les dentiers amovibles. Une prise en charge personnalisée pour tous ceux qui ont contribué à la guerre de libération nationale et qui ont lutté pour l'indépendance. L'occasion pour nous ce soir de vous proposer un portrait, celui de la Shahida Malika Hamdani, qui a mis son idéal de liberté au-dessus de tout et qui a rejoint les maquis de la Révolution très jeune, préférant sacrifier sa jeunesse sur l'autel de la liberté plutôt que de subir les exactions de l'armée coloniale. Portrait de cette jeune fille qui a donné sa vie en contrepartie de l'indépendance de son pays, Mourad Abrous et Malika Belal. Elle était âgée à peine de 15 ans lorsque Hamdani Malika a rejoint le maquis aux côtés de ses frères moudjahidines qui l'avaient précédée sur la voie du sacrifice pour la patrie. Très jeune, elle avait entamé son combat en tant que fidéia et avait participé à plusieurs opérations pendant 4 années. Malika Hamdani était plus jeune que moi. Elle est née en 1942 et moi en 1939. Avant de rejoindre l'école Clémenceau où j'étais moi-même scolarisée, elle a appris le Coran dans une mosquée. En juillet 1958, je l'ai rencontrée dans la wilaya 7. J'ignorais qu'elle avait rejoint le maquis. Elle était comme une petite sœur pour moi. Au maquis, chacune de nous avait une mission. Comme j'étais infirmière, je m'occupais des enfants et je soignais les blessés. Malika a activé avec nos frères les moudjahidines. J'étais arrêtée le 3 janvier. Malika et un autre martyr nommé Abdelaziz Taïfour ont été tués par l'armée coloniale. Malika avait pris connaissance très jeune des exactions commises par le colonisateur contre les Algériens. Son visage à l'aspect angélique et innocent a été un atout qui lui avait permis d'accomplir avec succès les différentes missions qui lui avaient été confiées par les responsables de l'armée de libération nationale. Lorsque le mari de Malika, Siboussif, est tombé au champ d'honneur, Malika était déjà enceinte. Elle a accouché d'une fille à El Malah. Je suis la fille de Malika Hamdani et je suis née ici, à El Malah. Mes parents avaient l'amour du pays et nous avons hérité de cela. Ils étaient jeunes et ils ont préféré sacrifier leur vie pour libérer l'Algérie du joug colonial français. Aujourd'hui, je suis très honorée d'être la fille de 2 grands martyrs, Malika Hamdani et El Hadji Boussif. Native de Tiaret le 8 mai 1942, la jeune Malika Hamdani a continué son parcours héroïque jusqu'à sa mort au champ d'honneur le 16 décembre 1961.
Le 7e art est à l'honneur ce soir avec Souiqa, une œuvre cinématographique qui racontera de manière très artistique les événements historiques de la guerre de libération nationale qui se sont déroulés en 1958 dans la ville du Vieux-Rocher et la bravoure dont ont fait preuve les Moudjahidines. Un film qui sera prochainement produit par la télévision algérienne. Vous verrez que toute une logistique et d'importants moyens ont été mobilisés pour le tournage du film. Badea Abrani. C'est dans la cour du palais Ahmed Bey de Constantine qu'a été donné le clapet du film historique La Souiqa, produit par la télévision algérienne. Les événements se déroulent en 1958 dans le vieux quartier de La Souiqa. Ce film retrace la lutte des Fidaïyines et des Moudjahidines. Les rôles sont joués par une panoplie d'acteurs algériens. Action. La Souiqa est à la fois un film social et historique car il raconte une partie de l'histoire de la ville de Constantine, surtout le vieux quartier de Souiqa. La durée du film est d'environ 1h30. Il abordera les traditions et les coutumes des habitants de Constantine, leurs souffrances, leurs rêves et leurs espoirs, mais surtout leur lutte pour arracher leurs droits et leur liberté. Le film est inspiré d'une histoire vraie qui commence la veille du Ramadan pour finir la veille de l'Aïd. Une histoire qui nous replonge dans une époque ancrée dans notre mémoire. On m'a confié le rôle principal, El Hadi, qui est un employé des chemins de fer. Il fait partie du peuple qui a réussi à vaincre le colonialisme français. C'est l'une des étapes les plus importantes de la ville de Constantine. C'est une occasion pour le téléspectateur de connaître le quartier de Souiqa, à Constantine, où nous avons vécu et grandi. Nous essaierons de refléter autant que possible l'image authentique de cet endroit. La télévision algérienne contribue fortement à consacrer la mémoire nationale à travers cette production cinématographique qui relate le vécu de nos aïeux lors de la guerre de libération nationale dans la ville des ponts suspendus. 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il est prévu sur 2 jours, dès demain, dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Un sommet qui se déroulera sous le thème accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Représentant le président de la République Abdelmadjid Tebboune à ce sommet, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a participé à la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Lors de son allocution, Ayman Ben Abdelrahman a renouvelé la position de l'Algérie appelant au dialogue et à la réconciliation entre toutes les composantes libyennes qui rejettent l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures et a réitéré l'appel aux parties étrangères à respecter la souveraineté de la Libye. On écoute le Premier ministre. L'Algérie a de tout temps exprimé son refus du principe de la force et la nécessité de faire valoir le dialogue et la réconciliation entre l'ensemble des composantes du peuple libyen. L'Algérie a également condamné les ingérences étrangères dans les affaires internes de ce pays frère et l'implication de plusieurs parties étrangères dans la violation de l'interdiction d'importation des armes. À cette occasion, je réitère notre appel aux parties étrangères à respecter la souveraineté libyenne, l'unité de ses terres et l'indépendance de ses décisions, étant donné que la solution globale, permanente et définitive à la crise libyenne ne peut être réalisée loin d'un processus concrétisant le principe de la propriété nationale et préservant la souveraineté libyenne sur l'ensemble de ses territoires et son unité, et dans lequel les frères libyens sont les preneurs de décisions et d'initiatives. Le Premier ministre a affirmé que l'Algérie ne ménagera aucun effort pour permettre aux Libyens de concrétiser les priorités de cette étape importante. On l'écoute. L'Algérie ne ménagera aucun effort dans le cadre du groupe des pays du voisinage et collaborera avec les différentes organisations continentales et internationales afin de permettre à nos frères libyens de déterminer les priorités de cette importante étape afin de préserver la stabilité et la sécurité des pays du voisinage susceptibles d'être affectés directement par la situation en Libye. Face à la complémentarité et à l'intégration des priorités de l'étape actuelle, nous soulignons l'importance de relever les défis liés à l'unification des institutions
l'action militaire et financière en Libye. Comme nous affirmons notre disponibilité à contribuer à la réussite du processus de réconciliation nationale libyen en collaboration avec l'Union africaine dans le but de trouver un terrain consensuel à même de renforcer l'union nationale interne et de lui redonner la position qui lui sied. Le Premier ministre s'est entretenu avec Mohamed Slimane Al-Jasser, président du groupe islamique de développement. Cette rencontre a constitué une occasion pour débattre des relations entre l'Algérie et la Banque islamique de développement et les voies et moyens de leur développement également. Et pour avoir davantage de détails, nous avons en direct avec nous notre envoyé spécial à Addis Abeba, Kemel Swig. Kemel, bonsoir. Alors, lors de son intervention, le Premier ministre a été très clair. La souveraineté libyenne devra être respectée pour ainsi réussir le processus de réconciliation. Kemel. Bonsoir. Le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a tenu sa réunion aujourd'hui en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune. Le Premier ministre avait lu un message au nom du président de la République dans lequel Abdelmajid Tebboune avait rappelé au président que l'instabilité de la Libye met à mal la sécurité de tous les pays voisins. L'Algérie, ajoute le président de la République, est rassurée dans la capacité des frères libyens à trouver une solution à la crise que traverse ce pays voisin, car il n'y a pas de solution possible sans le passage par un processus d'élection et de réconciliation nationale. L'Algérie a condamné les ingérences des parties étrangères qui visent à déstabiliser ce pays voisin. Kemel, ce sommet s'étalera sur 2 jours et débutera donc demain. De quoi sera-t-il exactement question ? Pour ce qui est du 36e sommet de l'Union africaine, il s'agit d'un sommet éminemment économique avec une ambition affichée, celle de donner un coup d'accélération à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Les chefs d'État et de gouvernement sont conscients de cette urgence vitale. À leur tête, l'Algérie. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman représentera demain le président de la République Abdelmajid Tebboune à l'ouverture de ce 36e sommet qui se tient ici à Addis Abeba. Merci à vous, Kemel Swig. Je rappelle que vous êtes à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Les dirigeants de 34 pays africains et 51 délégations y prendront part à ce 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il s'agira de renforcer l'économie du continent avec comme principal axe l'intégration économique entre les pays africains. Une démarche, vous le verrez, que l'Algérie a bien adoptée à travers ses projets d'infrastructure. Kemel Swig. La 36e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine intervient à un moment où le continent africain connaît des défis économiques et sécuritaires. Placé sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine », ce sommet se présente comme l'ambition de tout un continent pour créer une économie forte à la hauteur des potentialités de chaque pays et constituer ainsi une véritable force économique et politique à l'échelle internationale. À cette occasion, l'Algérie rappelle l'importance d'une intégration économique entre pays africains. Il s'agit d'une urgence vitale pour les pays du continent afin de créer une complémentarité économique et une inclusion financière. Pas de développement économique sans infrastructures adéquates. L'Algérie redouble ses efforts et poursuit sa politique de développement des infrastructures. En effet, notre pays a achevé les travaux de réalisation de son tronçon de fibre optique sur une distance de 2548 km, reliant ainsi Alger à Ingezem et d'un autre tronçon allant jusqu'à Tindouf, aux frontières avec la Mauritanie. Des projets qui témoignent de l'engagement de l'Algérie à concrétiser ce projet stratégique pour toute la région. En effet, cette dorsale en fibre optique constitue un modèle de partenariat réussi. Un projet qui intervient en parallèle avec celui de l'autoroute transsaharienne et le projet de réalisation d'une route reliant Tindouf à Zouiret en Mauritanie, dans le but de créer un véritable corridor économique entre l'Algérie et l'Afrique de l'Ouest. C'est un sommet qui intervient à un moment où le continent africain se trouve au centre du monde. Un continent qui a décidément toutes les clés, toutes les réponses aux problématiques existentielles que connaît la planète, des ressources naturelles abondantes afin de répondre à la crise énergétique mondiale, une croissance économique encourageante de quoi contribuer à la relance de l'économie mondiale et un marché de près d'1,5 milliard habitants. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une vision programmatique pour mettre en valeur tous ces avantages comparatifs. Et c'est exactement la mission des chefs d'État et de gouvernement réunis ici à Addis Abeba.
L'actualité, c'est aussi ces manifestations au Maroc violemment réprimées par les autorités. Cette fois-ci, c'est à Rabat que les non-voyants subissent les atrocités du Marzen. Poussés, traînés par terre et tabassés, les manifestants restent déterminés à faire entendre leur voix et faire valoir leurs droits. Ils expriment leur ras-le-bol de cette situation précaire et demandent plus de droits, les plus élémentaires à vrai dire. Un régime dont la politique est totalement hasardeuse. Yasmine Saoudi. Au Maroc, le Marzen ne lésine sur aucun moyen de répression pour faire taire toutes les voix discordantes. Sur ces images, les non-voyants ont été insultés, battus et traînés par terre alors qu'ils tentaient d'exprimer leur mécontentement suite à la dégradation de leur quotidien et les conditions de vie précaires dans lesquelles ils vivent. Une répression sauvage qui en dit long sur le malaise social du peuple marocain. Une crise qui prend des proportions alarmantes, donnant lieu à plusieurs mouvements de protestation dans toutes les villes du pays. Voilà à quoi ressemble le quotidien amer du peuple marocain qui vit sous le seuil de la pauvreté. Une dégradation du niveau de vie induite, selon les experts en économie, par la politique défaillante du Marzen qui continue de faire la sourde oreille aux doléances légitimes de son peuple. Pour les Marocains, ces mouvements de protestation sont l'ultime moyen pour dénoncer la tyrannie croissante du Marzen qui exerce une politique de marginalisation et d'oppression contre son propre peuple. L'Algérie a décroché la première place du concours de psalmodie du Saint-Coran lors de la 18e édition au Prix international d'Alger grâce à Sheima Enfel Tebani. La deuxième place est revenue au Suédois Hassan Chouaib Mohamed Shafei. Le Libyen Abdelaziz Makhlouf Salem Melouqa a décroché quant à lui la troisième place. Ce concours s'est déroulé par visioconférence. Les participants ont pris part à ce concours au niveau des consulats et ambassades de l'Algérie dans 51 pays. Al-Isra wal-Mi'raj, l'ascension du prophète, que le salut soit sur lui, au cours de la 27e nuit du mois de Rajab. Chaque année, les musulmans prennent par habitude à commémorer ce miracle. Yamina Saïdi. La nuit d'Al-Isra wal-Mi'raj, une date phare de l'islam, ou tout simplement le miracle du voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers la fin du mois de Rajab durant les premières années avant sa hijra vers Médine. Le voyage nocturne a été accompli par le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, entre la Mecque et Beit el-Maqdis en Palestine en une nuit, alors que l'Isra ou l'ascension, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est monté de Beit el-Maqdis aux cieux les plus élevés, vers un point auquel aucun homme n'avait jamais accédé auparavant et que seul Dieu connaît. Ce voyage est intervenu après que le prophète eut subi de la part de Quraysh toutes les formes de persécution et de souffrance. هي مكرمة من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بعدما عاش تلك الويلات مع قومه وبعدما فقد أعظم سند له هي أمنا خديجة رضي الله عنها وكذلك فقد السند الذي كان يسنده هو عمه أبو طالب حتى سمي بعام الحزن. النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت له هاتين الرحلتين، الرحلة الأرضية الذي قال فيها جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذه الرحلة الأرضية. والرحلة السماوية من المسجد الأقصى إلى ما فوق 7 سماوات. وفي هذه الحالة صلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء بأمر من الله تبارك وتعالى. Après le miracle d'Al-Isra, le prophète, que le salut soit sur lui, fit l'ascension vers les cieux, une ascension à travers laquelle Dieu a voulu montrer au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, toutes les merveilles du monde, un miracle accompli en une nuit. Et depuis, Dieu nous imposa la prière. ذكرى الإسراء والمعراج التي كانت هدية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن، بعدما وجده من عنة في الطائف. جاءت رحلة الإسراء والمعراج من مكة إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، سماء بعد سماء، حتى أوصله الله عز وجل إلى منزلة لم يصلها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ويعود بهدية لرسول الله ولأمته التي هي معراجنا مع الله عز وجل، خطابنا مع الله عز وجل، صلاتنا 5 مرات نعرج من خلالها لنضع بين يدي الله آمالنا
Arrivé au plus haut des cieux, le prophète a pu s'entretenir avec Allah et à cette même occasion, il a obtenu une réduction à 5 prières quotidiennes au lieu de 50 pour qu'à chacune de ces prières, l'on se rappelle de cette ascension et cette sublime rencontre avec Dieu. La prière est une ascension de l'âme. On vous parle à présent de sport. La sélection algérienne des moins de 17 ans a entamé lundi dernier à Rouiba un stage allant jusqu'au 20 de ce mois dans le cadre de son programme préparatoire en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations des U17 prévue en Algérie. Le sélectionneur Areski Herman en a profité pour faire appel à un nombre important de joueurs évoluant à l'étranger, notamment en France, au Canada, en Espagne ou encore en Égypte. Sarah Delbel pour les détails. C'est dans le stade de Rouiba que la sélection algérienne des moins de 17 ans a posé ses valises pour poursuivre sa préparation en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Algérie. Au programme de ce stage, un travail physique et technico-tactique bien étudié par le staff technique. Et on est en notre 25e stage. Depuis notre nomination sur cette génération de joueurs. L'objectif était clair, c'est de... Parce qu'on savait que la Coupe d'Afrique sera chez nous, donc notre objectif est clair, c'est de se qualifier au mondial. Ce stage fait partie des stages principaux de préparation à cette CAN, avec la présence de nos joueurs qui évoluent à l'étranger. Donc voilà, on a profité de cette période parce qu'ils sont en vacances. Même si on peut noter l'absence de quelques joueurs. الحارس سامي مرزوق حارس مرمى نادي ليل الفرنسي الحارس من حراس الاساسيين تاعنا. Nous avons 3 absents, à savoir le gardien de Lille, Sami Merzouk, retenu avec son club pour disputer la Coupe Gambardella. J'ai eu une discussion avec son entraîneur et j'ai libéré le joueur. Et c'est le même cas de Yanis Dalavo avec Nancy. Et enfin Muslim Anatouf qui a une blessure à la cheville mais qui sera certainement présent prochainement. أناطوف مسلف راهم مصاب اللي عنده حوالي 20 يوم إصابة في الركبة إن شاء الله هيكون واجد من الشهر مارس إن شاء الله. Une ambiance conviviale et une grande concentration au sein du groupe. Toutes les conditions sont réunies pour que ces jeunes joueurs soient prêts le jour J. On s'entraîne tous ensemble, tous avec de très bonnes conditions et bien sûr une super ambiance de groupe. Comme je l'avais dit auparavant, on se sent comme des frères ici. Il n'y a aucune différence, que ce soit pour les joueurs évoluant en France ou pour les joueurs évoluant en Algérie. Nous sommes tous des frères. On a fait un rassemblement qui a commencé lundi avec des bons entraînements, deux fois par jour. On s'entraîne pour... on a 2 matchs amicaux pour ce rassemblement-là. On se prépare pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations, Inch'Allah, pour au moins arracher une qualification mondiale et pourquoi pas la gagner là chez nous, Inch'Allah. Quelques semaines les séparent de cette compétition qualificative au mondial de la catégorie. C'est bon. Les Verts sont dans le groupe A, en compagnie du Sénégal, le Congo et la Somalie. Et on reste dans le monde du ballon rond, mais pour vous parler cette fois des compétitions africaines au niveau des clubs. Les 2 représentants algériens en phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique, à savoir le CR Belouizdad et la JS Kabylie, recevront ce week-end respectivement le S Tunis et le Wydad Casablanca. Des derbys maghrébins qui s'annoncent alléchants. Saïd Felak. Les 2 représentants algériens en Ligue des champions africaine, la JSK et le CRB, tenteront ce week-end à domicile au stade du 5 juillet de confirmer leur bon début en recevant respectivement le Wydad Casablanca et l'Espérance de Tunis. La JS Kabylie, mal en point en championnat, espère reprendre confiance à travers cette compétition africaine pour amorcer son sauvetage en Ligue 1. Sous la houlette de l'entraîneur Miloud Hamdi, arrivé à la fin de la phase allée, le club kabyle est en train de relever la tête et réhabiliter son image. En témoigne le point précieux décroché lors de la première journée sur le terrain des Angolais de Petro Atlético, 0 partout. Les camarades de Boualia seront appelés ce vendredi à sortir le grand jeu pour battre le Wydad et marquer les esprits. De son côté, le CR Belouizdad, logé dans le groupe D, est auteur d'une retentissante victoire lors de la première journée au Caire face aux Zamalek 1-0, aura à cœur de rester sur la dynamique et du coup s'emparer de la tête du classement. Les poulains de Nabil Kouki devront faire face à une coriace équipe de l'Espérance, leader du championnat tunisien et qui reste de surcroît sur une belle série de 9 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues.
Une équipe qui a d'ailleurs réussi son entame de parcours suite à sa victoire difficile, mais ô combien précieuse, acquise face au club soudanais d'El Merrikh grâce à un but signé Mohamed Amin Tougaï dans le temps additionnel. Enfin, en Coupe de la Confédération, l'USM Alger, facile vainqueur du club congolais de l'Opopo 3-0 lors de la première journée, défiera ce dimanche en déplacement le club libyen du Sport Club d'El Akhdar, qui a été battu pour sa part 4-1 par le club sud-africain de Marumo Gayant. Les usmistes veulent s'assurer une nouvelle victoire pour se rapprocher un peu plus de la qualification. C'est ainsi que se clôture votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information demain midi avec Monel Ard. Quant à moi, je vous retrouverai pour l'édition du soir à 19h. Excellente soirée à tous et à demain.